Robert Marteau, vous êtes né en 1925 en Poitou, à la campagne, ce qui sans doute nous a beaucoup rapprochés dès le départ. Vous avez une enfance donc en forêt. Vous avez ensuite fait des études à Paris et travaillé. Après, vous êtes allé 12 ans vivre au Québec. Là, vous avez continué à regarder et à écrire la nature. Et depuis quelques années, vous êtes revenu à Paris. Les livres se sont accumulés. Depuis 1960, je crois, Royaume, jusqu'à cette année, le Louvre entrouvert qui va paraître à la rentrée, et en passant par Mont-Royal, Fleuve sans fin, Voyage au Verseau, Forestière, Liturgie, 8 peintres, Études pour une muse, qui est l'avant-dernier livre, je crois. Donc il est grand temps, quoique vous soyez souvent venu invité à France Culture, d'élargir si possible le cercle de vos lecteurs. Et je pense que tous ceux qui, fort ignorants de votre œuvre, auraient tendance à faire rimer poésie avec mièvrerie, seront heureusement surpris de la vigueur de ces textes qui sont de poésie pure ou de poésie en prose, ce qui pour moi me touche encore plus. Donc, tout commence par le commencement. En 1925 ou peu après, c'était comment la vie dans le Poitou? En 1925, je ne sais pas, mais il paraît que j'ai vu le jour le 8 février 1925, et assez rapidement. J'ai même un premier souvenir qui est le suivant. Nous allions chercher de l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau au village. Nous allions chercher de l'eau pendant la canicule à une source à Chizé, à la rivière, de l'eau potable et de l'eau pour les animaux. Mon père y allait avec on appelait une tonne, avec un cheval. Et ma mère est censée le rejoindre à bicyclette et moi sur le porte-bagages avant. Et dans un virage, la bicyclette a virevolté, on a atterri dans un fossé, dans les épines, les ronces. Et je me souviens, j'ai dit « Sommes-nous morts ?» Elle m'a dit « Non, puisque tu parles. » Mais après, je lui ai raconté ça, puis elle me disait « Mais c'est pas possible que tu te souviennes de ça. » Alors c'est mon premier souvenir du Poitou. Ma chute dans le fossé en allant à la rivière, la Boutonne. Vous étiez dans un village ou à l'extérieur? Moi, je suis né d'un village qui est au centre de la forêt, qui s'appelle Virolet, qui veut dire petit moulin. Donc il y avait un petit moulin, il y avait autrefois un moulin avant, et qui est absolument au centre de la forêt de Chizé, donc ce qui est un des restes de la forêt d'Argenson qui allait quasiment jusqu'à l'océan, jusqu'à la mer, à Marennes, tout au moins jusqu'au marais de Rochefort. Et ça. La forêt de Chizé, et notre village, Virolet, qui fait partie de la commune de Villiers-en-Bois, donc ça fait 2 villages qui sont distants de 1 kilomètre, disons. Si on veut sortir de notre village, de toute façon, il faut toujours traverser 4 kilomètres de forêt. Et donc c'était une maison de bourg, quoi. Ah non, il n'y a pas de bourgade, il n'y avait ni boulanger, ni charcutier, ni quoi que ce soit, aucun commerce. C'est un Sauf hameau. Mon arrière-grand-mère avait une petite épicerie qu'elle a donnée à ma mère par la suite, quand elle a eu 80 ans. Mon grand-père habitait au-dessus, à 200-300 mètres, la ferme où il y avait les animaux. Il était marchand de bois, comme on disait à cette époque, marchand de bois et agriculteur, quoi. Et la maison de ferme donne directement sur la forêt qui existe toujours. De tous les côtés, on voit la forêt. Et j'ai eu des frères, sœurs. Donc, très vite, je me suis trouvé avec mon grand-père et ma grand-mère, avec les chevaux, les vaches, les chiens, et le domestique. Et je vivais avec eux. Quand ma grand-mère devenait aveugle, ils m'ont appris à lire. Je crois qu'ils m'ont appris à lire pour que je leur lise le journal le soir à côté au feu de la cheminée.
Donc vous viviez à la ferme des grands-parents et Ouais, non moi. pas à la maison du hameau, quoi. Non, mais Ça se touchait. c'est pas, oui, c'est à 200 Ah oui, mètres, oui, 300 oui. mètres. Mais la ferme était la petite maison où je suis né, où vivaient ma mère et mon arrière-grand-mère et mon père, qui était, en fin de compte, qui n'était pas le patron. À ce moment-là, c'était mon grand-père qui était le patron. Donc, il y avait les chevaux et tous les écuries, les hangars. C'était là. Moi, j'étais pour débarrasser le plancher, parce qu'on était trop, la maison était trop petite. Quand il naissait quelqu'un, je suis allé Vous vivre aviez avec beaucoup de grand-père. frères et sœurs? À la longue, j'en ai eu 5. Et vous êtes allé à l'école communale? Je suis allé à l'école communale, mais je ne me souviens pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir appris à lire, parce que je pense que c'est mon grand-père et ma grand-mère m'ont appris à lire avant d'aller à l'école. On allait à l'école peut-être même qu'à 6 ans à cette époque-là. Je ne me rappelle pas si c'était à 5 ans ou à 6 ans. Je me souviens que je lisais L'Auberge de l'Ange Gardien, des choses comme ça. Ma grand-mère qui devenait aveugle à cause du diabète. Je me souviens de ça, mais pas d'avoir appris à lire à l'école. Je crois que je savais lire quand je suis à l'école, ou à peu près. Et votre père, lui, est devenu marchand de bois, Ah plus, oui, plus ben, précisément. c'est-à-dire qu'il a travaillé là avec mon grand-père, qui a cette petite affaire de marchand de bois. Et ensuite, bon, ben, ma mère était fille unique, donc en fait, c'est elle qui a hérité de l'entreprise. Un beau jour, ils ont fait des papiers, mon grand-père s'est retiré, mon père est devenu le patron. Voilà. Et alors, on a changé. Mon grand-père est venu dans la petite maison et nous sommes tous allés nous installer dans la ferme face à la forêt. Et il y a eu une scierie aussi, je crois. Alors, c'est plus tard, parce qu'à cette époque-là, il y avait les gens qui avaient des scieries, c'est-à-dire ils avaient des entreprises de battage et de scierie. Alors, les scieries étaient ambulantes, comme les machines à battre, et ils allaient s'installer dans une coupe de grumes quand on les engageait, ils nous sciaient les grumes. Et nous, tout jeunes, on allait. Quand j'étais déjà à 6-7 ans, je pouvais tirer ce qu'on appelait le godelon. Et on sciait les billes. On faisait prêtes pour le banc de scie. Pour le mettre Parce sur... que le banc de scie, c'est pour scier en long. Voilà. Et tandis que ce que vous avez manié, vous, c'est ce que chez moi on appelle le passe-partout. Le passe-partout, qu'on appelait le godelon, oui. Là-bas. Le passe-partout, alors on nous disait, on mesurait, mais c'était une coche, puis on coupait pour que les sieurs le mettent sur le chariot. Alors, tout jeune, j'ai fait ça. M'occuper des chevaux, monter à cheval, aller les faire ferrer pour pas perdre de temps. Parce qu'on vivait, le jeudi, on vivait dans la forêt avec les rouliers, les charretiers. Alors, j'ai participé à tous les travaux de la forêt et de la ferme. J'ai toujours aimé plus ceux de la forêt, bien que je ne peux pas dire que j'avais une passion pour ça, mais bon, c'était la règle, il fallait gagner sa soupe, sa croûte, tous les jours, même les enfants, à partir d'un certain âge, c'était comme ça. Dans les années 30, dans le Poitou, les labours se faisaient avec des chevaux ou avec des bœufs? Ça dépend, il y avait une sorte de hiérarchie. Je veux dire, les marchands de bois n'utilisaient pas les bœufs, ils laissaient ça aux paysans. Et nous, on était des forestiers, donc on était un grade un petit peu au-dessus. Alors nous avions des chevaux et nous étions fiers, évidemment. Même enfants, nous étions fiers d'avoir des chevaux par rapport à ceux qui avaient des bœufs. C'est une forêt qui est proche de la mer, donc vous le dites. Oui, parce que c'était l'ancienne forêt d'Argenson, et je pense qu'elle allait quasiment jusqu'en face de l'île d'Oléron et tout ça. Jusqu'à Marennes par là. J'ai vu ça, que c'était un reste de cette immense forêt gauloise. Et maintenant, c'est une forêt qui fait, je crois, 6000 kilomètres carrés. Ouais. Non, c'est peut-être... On le sent très souvent dans votre poésie, ce rapport du vent venu de la mer et des arbres. Ce que je ne connais pas dans ma Mayenne natale, moi, la mer étant quand même à 80 km. Et là, on a l'impression vraiment d'un certain mélange du sel et du bois, quoi. Ah oui, c'est absolument juste. Et d'une part, on avait ces tempêtes terribles qui déracinaient, celle de 1936, donc j'avais 11 ans, qui a déraciné une partie de la forêt, a abattu tous les noyers de la plaine.
Je me souviens, c'est comme si la mère était sautée dans la forêt, avait sauté dans la forêt, exactement. Ça m'a marqué à vie, absolument. J'ai écrit un roman là-dessus, que le jour où on a tué le cochon, c'est juste après cette tempête qui m'a marqué le cerveau complètement. Donc apprentissage très tôt de la lecture. Oui, je pense. Mais apprentissage très tôt de la nature aussi. Surtout, surtout. Et est-ce que c'était familial, ça, ou est-ce que ça vous est personnel? Pour ce qui est de la proximité de la nature comme prochain, comme c'était notre prochain, je dois dire que mon père, qui détestait les livres, qui ne s'intéressait absolument pas à aucune étude ni quoi que ce soit, avait une passion de sauvage. Comme les Indiens, je n'ai connu que les récits indiens pour connaître cette passion qu'avait mon père pour les arbres et pour les animaux sauvages. Il avait une vraie passion. Et il était un chasseur, donc il tuait les animaux, mais il avait un amour tel de... Il les protégeait en même temps. La forêt, c'était sacré, le lieu sacré. Et ça faisait partie d'une passion amoureuse, c'est sûr. Donc, j'avais un précédent. On pouvait demander à mon père s'il voulait nous acheter des oiseaux, tout ça. Et jamais il refusait. Ça, c'était... Il ne riait pas. Oui, parce que toute son enfance, il avait élevé des oiseaux pour s'amuser. Quand il nous racontait ça. Capturé, quoi. Ah oui, capturer des oiseaux, des nids, il les apprivoisait, tout ça. Si bien qu'on a eu une pie apprivoisée, on a eu une corneille, on a eu des sangliers apprivoisés, tout ça. Mon père était content qu'on joue avec eux, comme ça. Lui-même, ça l'amusait, c'était le spectacle qui l'amusait le plus. Le spectacle de la nature était celui qu'il ne pouvait pas même, il ne considérait pas qu'il y avait autre chose, que le reste c'était simplement de fantaisie des gens qui ne savaient pas quoi faire de leur peau, quoi, en fin de compte, c'est ça. Et je pense que mon père, il aurait même aimé vivre totalement dans la nature. Ça veut dire ne pas rentrer à la maison. Ah oui, il négligeait totalement la maison. Il a fallu faire des pieds et des mains pour avoir une maison à peu près où on ne gelait pas, où ça ne l'intéressait pas du tout. Il venait par force, il entrait par force dans la maison. Et son lieu, c'était la forêt. Et on aide la nature et on est marié avec la nature dans la forêt pour que les arbres deviennent somptueux, tout ça. Et puis quand on dit qu'il va falloir, maintenant il est bon à abattre, mais en même temps, c'est une douleur, parce que plus il est beau, plus il est certain qu'il faut l'abattre, parce qu'il va dépérir après, il va être de moins bonne qualité. Mais vous êtes quand même allé au lycée. Je suis allé au lycée, c'était un combat douteux, comme on dit. Comme j'étais pas grand bon à grand-chose, sur le plan, ça m'intéressait pas. Je n'aimais pas trop ces travaux manuels, tout ça, je n'étais pas fait trop pour ça. Et puis on a été de plus en plus d'enfants. Alors bon, tout le monde ne pouvait pas vivre dans l'avenir, tout au moins pas. Ne pouvait pas vivre sur l'entreprise, même si on l'agrandissait. Donc bon, il a fallu, comme mon père, ma mère consultaient l'instituteur, puis il a dit oui, oh, ben, il apprend bien, il pourrait aller au collège. Alors on m'a mis au collège, on m'a fait passer le concours des bourses, puis je suis allé au collège, comme ça. Et pas vos frères et sœurs? Non, ben chacun leur a offert, oui. Mais ça ne les a pas intéressés. Si mon deuxième frère, il est à l'école technique, et il a fait des études techniques, et puis il est devenu spécialiste du béton, tout ça. Et il s'est dirigé dans les affaires, mais il est mort il y a quelques années. Et les autres, ben, il y en a... après le troisième, mon père l'a mis au collège pour quand même qu'il soit qu'il ait un peu plus que le certificat d'études. Il est revenu, il est rentré de lui-même. Comme un cheval qui a perdu, il rentre de lui-même à l'écurie, il est rentré. Alors mon père, je me rappelle, il lui a dit, bon, parce que tu veux pas de plume, prends une fourche. Il n'a pas dit un mot, il est parti, il a pris une fourche. Il allait éparpiller du fumier dans le champ. Il n'a pas dit un mot. Et après le troisième, quatrième, c'est celui qui a travaillé avec mon père, l'entreprise, qui ont agrandi l'entreprise. Lui non plus. Lui, il n'est pas du tout allé à l'école, au-delà du certificat d'études.
Et maintenant, c'est son fils qui a la société. Il y avait des potiers dans la région, si je comprends bien ce que vous écrivez dans Voyage au Verseau. Il y a... Nous, en forêt, là, il n'y a pas d'argile, c'est très calcaire, il n'y a pas d'eau, l'eau fout le camp immédiatement. C'est du hêtre sur un sol très, très perméable, mais quand on va vers le marais Poitevin, ça s'appelle Magnier, Maizet, ensuite Magnier, c'est le marais Poitevin, Maizet, c'est le marais vendéen, et là, il y a plein de potiers, alors, plein de potiers, même aujourd'hui. Mais le potier dont je parle dans Voyage en Vendée, il n'était pas un potier de luxe comme on en voit. Non, c'était le potier du village qui faisait des pots à mogettes, parce qu'on appelle les haricots les mogettes. Là-bas, il fait les pots à mogettes qu'il vend sur le marché de Luçon ou en Vendée, là. Les gens pour quelques sous, des pots pas du tout artistiques, mais bien sûr beaucoup plus beaux que les œuvres d'art qui sont proposées au tourisme. Je lis juste quelques lignes là. L'argile posée sur le disque, entre les mains, sous les doigts, s'élève, s'enfle, se creuse, enchantée soudain par la spirale qui l'aspire. Blonde amphore, surgit de l'humide et du froid. C'est tout le vase féminin avec ses hanches, ses flancs, la paroi de son ventre, forme éclose à l'ombilic des tourbes, quand le tourbillon les ranime. Je trouve que c'est vraiment une très belle évocation du travail du potier et en même temps sensuel et en même temps on voit là déjà des notions qui vont apparaître de plus en plus fortement dans votre œuvre autour de ce tourbillon de la terre qui là est la petite masse d'argile posée par le potier sur son tour, mais qui bientôt deviendra la terre entière qui tourne et que toujours dans votre poésie, il y a cette force planétaire, quoi. Oui, ça je crois. Quand j'ai décidé que je voulais apprendre à écrire, je n'ai jamais dit écrivain, mais je dis que je voulais apprendre à écrire. Je trouve que la formule est tout à fait bonne, parce qu'on n'a pas assez de sa vie pour apprendre. Alors, moi, étant un villageois, la première chose qui m'a été suspecte dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la littérature régionale ou régionaliste. Ça, je ne pouvais pas supporter ça d'instinct. Je ne sais pas comment j'ai compris que ce n'était pas la peine d'aller loin pour ne pas faire parler d'un haricot pouvait concerner la planète entière. Ce n'était pas obligé de raconter que les histoires du village sur la cuisson du haricot. Dans tous vos livres, la terre est là, celle de l'agriculture, celle du potier, celle, je pourrais dire, qui tape sous nos pieds à cause de notre poids de chair quand on marche. Et pourtant, c'est toujours l'air qui domine finalement. J'ai l'impression que ce vent marin qui brassait les arbres de la forêt de Chizé a fait de vous un caractère aérien. On a toujours conscience dans votre poésie, en vers ou en prose, que le ciel est au-dessus de cette terre, au-dessus du ciel, les constellations et cette sorte d'ordonnancement du monde que vous sentez, qui malgré sa complexité, nous donne une impression de simplification, comme si tout d'un coup les choses nous étaient données dans leur unité. Oui, je crois que j'ai été sensible immédiatement à... Justement, d'ailleurs, ça se lie, lié dans le verbe lié, ça se lie un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai eu le désir d'écrire de cette méfiance du régionalisme que je trouvais drôle en même temps, je veux dire que j'ai eu très vite cette notion de l'espace, c'est-à-dire que la Terre, en fin de compte, tourne dans le ciel, qu'elle est un objet dans le ciel, et nous-mêmes, donc, nous sommes suspendus
parmi les étoiles et tout ça. J'ai absolument ressenti ça et j'allais au catéchisme. Ça, j'ai été touché par tout ce qui était mythique dans l'enseignement du catéchisme, dans les évangiles, dans ce qu'on nous racontait. Immédiatement, je le voyais dans la Vierge, ça, immédiatement, je le voyais d'une façon, disons, célestielle, comme ça, c'est-à-dire que ça nous faisait habiter un monde plus vaste que ce monde méchant de ma petite cabane dans la famille, que ça me projetait dans un univers infini et où je me sentais à l'aise, pas du tout angoissé. Ce qui m'angoissait, c'était au contraire d'être coincé dans le village, puis de pas pouvoir, est-ce que je pourrais sortir de là, hein? C'était ça qui m'angoissait, c'était pas... Et c'était, je disais, la respiration, et cette respiration, elle nous venait, comme vous disiez, elle était constante, parce qu'il y avait tous ces noms des vents que mon père nous apprenait, la galerne et tout ça, les vents qui venaient de l'ouest, de l'océan, toujours charriant des énormes nuages, et qui nous faisaient rêver, parce que nous n'allions pas à la mer. C'était les gens des villes qui allaient prendre les bains de mer, qu'on disait, tandis que nous, fallait qu'on fasse des moissons, tout ça, on n'allait jamais à la mer. Et la mer on l'entendait battre comme le cœur qui bat. Et puis nous, on ne pouvait pas y aller. On la connaissait par le vent, par les nuages qui passaient, des choses comme ça. Vous dites des populations du Poitou, peuple du chou, il nous manque les ailes de la pierride, trapu, pesant, lié à la glèbe. Nous réservons au sein volatile le miel de nos actions de grâce. Mais je crois que si vous qualifiez de cette façon les populations poitevines, on sent très bien dans votre poésie ce côté aérien et cette élévation, quoi. Ce qui fait que vous parlez plus volontiers, je crois, des arbres que des plantes, parce qu'eux s'élèvent tout de même beaucoup plus. Vous parlez des oiseaux qui sont vraiment toujours les habitants de l'air pour vous et qui déploient leurs plumes. Et cette poésie fait toujours sa part à l'atmosphère aussi. Oui, absolument. C'est sûr que, de toute façon, si je réfléchis sur ma naissance, je m'aperçois que je suis né sous le signe du Verseau, qui est un signe d'air. Et c'est vrai que j'ai toujours été sollicité par la verticalité des arbres, dans les églises, les vitraux qui sont en fin de compte une reproduction du feuillage des arbres avec la lumière qui passe entre les feuilles, et par les oiseaux qui chantent les cantiques. Donc, en fin de compte, j'ai vécu ce que j'appellerais, sans état d'âme, un catholicisme païen, qui n'excluait pas la figure du Christ, pas du tout, mais qui était vraiment universel, catholique, mais qui n'excluait pas non plus la vie de la forêt et la vie personnifiée de la forêt, comme les nymphes, les dryades, amadryades. À mesure que je commençais à lire la mythologie ou Virgile, ça ne me paraissait pas du tout des artifices de poésie, de fausse poésie, pas du tout. Je trouvais ça tellement beau et la vérité, ça pouvait arriver, ce miracle pouvait arriver à tout instant, qu'une nymphe sorte d'un arbre, pourquoi pas, hein? Le monde aurait été encore plus beau que celui que seulement du cheval et c'est tout. Ça ne pouvait qu'ajouter et ouvrir le monde, ça ne le fermait pas. Je pense que j'ai toujours eu peur de ce qui se ferme et j'ai toujours été vers le souffle aérien et le spirituel. Ainsi survit Lamartine, en son square du 16e, un pigeon sur la tête, poète par la cape, parfaite émanation du conseil municipal. C'est comme ça que vous parlez de votre collègue poète, maintenant que vous êtes à Paris. Robert Marteau. Ce n'est pas ce genre de poète que vous vouliez devenir. J'ai vu comment un poète était transformé par les conseillers municipaux, avec un pigeon sur la tête. J'ai trouvé c'était drôle comme ça. C'est donc vers 1944 que vous vous trouvez arrivé à Paris. Oui, octobre 44, je suis arrivé. D'où la difficulté de se loger, de travailler.
Ah, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à se chauffer. Et l'hiver a été terrifiant. Pour vous consoler, vous vous êtes marié très vite? Oui, oui, assez, je sais pas, un an après peut-être. Et vous avez eu une petite fille? Voilà. Et pour nourrir toute cette famille, vous avez dû vous mettre à travailler? Oui, j'ai trouvé, je sais pas comment, un travail un peu d'étudiant à la cour. C'était la cour de justice à cette époque-là, donc j'étais secrétaire d'un juge d'instruction. Puis ça a fini. Alors je me suis trouvé dans une sorte d'école où on prenait des adolescents un peu retardés. Après, tout ça avait une fin. Et puis on m'a dit, mais tu pourrais devenir instituteur. Alors j'ai essayé de devenir ça. Bon, c'était pas drôle du tout. Hein, il fallait gagner sa vie. Bien sûr, mon rêve se poursuivait, mais j'essayais, comme j'étais dans l'apprentissage de l'écriture, j'essayais toujours, par le peu de gens que je rencontrais, que je connaissais, de dire j'aimerais travailler dans un journal comme correcteur ou dans une maison d'édition. Mais on me disait c'est la crise, y a pas. J'ai toujours entendu que ce mot, que chaque fois qu'on cherchait du travail. Après, on a dit il n'y avait pas la crise à cette époque-là. Mais non, mais moi, je sais, je cherchais toujours quelque chose pour vivre. Est-ce que vous aviez commencé à écrire étant adolescent? Oui, oui, je me souviens que j'ai écrit tout enfant, parce que ça me passionnait, tous ces petits vers de Mirliton qu'on apprenait à l'école. Alors j'en faisais. L'instituteur, à un moment, on a eu un instituteur qui nous en faisait faire des petites, sur les violettes, avec des rimettes, des petites choses comme ça. Ça me plaisait, puis j'en faisais spontanément. Et j'en offrais à ma mère pour son anniversaire. Je lui faisais un petit poème, tout ça. Et j'ai continué toujours. Donc il n'y a pas eu de rupture en somme. Non, non, à 8 ans, j'écrivais des petits trucs. Puis je suis venu à Paris, j'ai continué à écrire. J'ai fait semblant d'aller à l'université, mais en fin de compte, je me suis enfermé dans une chambre. J'ai lu tout le temps. Je lisais tous les auteurs que venais de découvrir, qu'on venait de découvrir. Enfin, j'ai lu tout Proust, tout Faulkner, Céline, Giono, Claudel, Valéry, ainsi de suite. Et en même temps, j'écrivais. Et au bout de l'année, je prenais un sac, je jetais tout. Je savais que j'étais mauvais. Je ne savais rien faire d'autre, mais en même temps, je ne suis pas fait pour ça. La preuve, j'ai 20 ans, je n'ai rien écrit. Rimbaud avait fini. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, c'était mort. Et vous êtes allé demander conseil? À qui? Nous. À quelques grandes figures non, littéraires? Mais comme ça, j'errais dans Paris, je connaissais personne. Au début, je ne connaissais personne, je n'avais pas à qui parler. Et c'est comme ça qu'une fois, je suis entré dans une librairie, parce que dans le fond, je n'allais que dans les librairies. C'était les seuls magasins que je fréquentais. Et je suis tombé dans une librairie à côté du Luxembourg. J'habitais pas loin, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. Puis il y avait un homme là, dans une cape, il s'est mis à me parler, ce qui m'a étonné beaucoup, vu mon insignifiance. Et je lui raconte un peu ma petite histoire. Et je lui ai dit, je viens pour apprendre à écrire. Ah, il a dit, vous savez ce que vous voulez. Ah ben, je lui ai dit, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je viens pour ça. Parce qu'ailleurs, il dit, j'ai pensé que c'était le seul lieu à Paris où on pouvait apprendre à écrire. Je lui ai dit, et c'était José Corti, et il m'a dit, écoutez, puisque vous êtes comme ça voulait dire assez naïf, je vais vous offrir mon auteur. Et il m'a offert les 2 premiers livres de Julien Gracq. Et puis vous avez rencontré Camille Bourniquel? Et de même façon, là, pour enchaîner sur ça, après, et je le regrette toujours, j'allais chez Adrienne Monnier. Et j'avais écrit à Jean Giono et tout ça. Alors je lui parlais de Claudel, j'avais écouté à la radio le Soulier de satin, puis j'étais peut-être déjà allé voir parce qu'il donnait la pièce. Et Adrienne Monnier, c'était une femme magnifique, j'aurais dû la garder comme grand-mère, toujours rester auprès d'elle, parce qu'elle me racontait, elle connaissait tous les écrivains. Giono venait chez elle toujours quand il venait à Paris, Claudel, Joyce, tout ça, elle me racontait ça. En même temps, j'avais peur de gêner les gens, de m'imposer à eux. J'avais aucune raison d'être là, j'étais insignifiant, j'avais aucune preuve que j'étais bon à quelque chose, dans le domaine de l'écriture. Hein. Bon, alors je n'osais pas, j'ai toujours été très timide. Alors,
je n'ai pas insisté, disons, c'est ça. Et puis, c'est beaucoup plus tard que j'ai rencontré Bournickel. C'est quelqu'un qui avait donné un de mes poèmes qui atterrit sur la table de Bournickel, qui était à ce moment directeur littéraire de la revue Esprit, Jean-Marie Domnac étant le directeur. J'ai reçu des épreuves de ce poème qui s'appelle « Taureau dans Bayonne » et avec un petit mot « Passez me voir ». Et puis je suis passé le voir et il m'a dit « Je vous engage ». J'ai dit « Je sais rien faire ». Sauf, parce que c'est extraordinaire, il m'a dit « Comment ça se fait, vous avez rien publié, d'un seul coup, je découvre un poème qui a une maturité, totale. » Je suis étonné. Il a dit que quand vous n'êtes pas vu dans les revues, que je ne connaisse pas votre nom, personne ne vous est. Et alors, c'est comme ça qu'il m'a engagé. Puis il m'a dit, il faut écrire de la prose, pas seulement, parce que les poètes doivent être assez musclés pour faire des épreuves. L'épreuve de la prose, des vraies épreuves de fond. Je me suis mis à écrire de la prose, en commençant par des petites chroniques dans Esprit, comme ça, des exercices. Le premier poème avait été publié au Cahier du Sud. Oui, c'est un de mes amis. Il lisait mes poèmes, moi je lisais les siens. Lui, il a publié dans les petits cahiers de la NRF. Et moi, il m'a envoyé un de mes poèmes au Cahier du Sud, à Jean Ballard et à Léon Gabriel Gros. Et c'est la première fois que j'étais publié de façon un peu spectaculaire, disons, parce qu'ils ont fait un numéro Fronton pour un jeune poète, parce que j'étais fier d'avoir un poète dont personne n'avait entendu le nom. Alors, c'était mes premières aventures, mais j'avais déjà des années d'apprentissage. Après, il y a eu donc le premier recueil, qui était Royaume. C'est justement Camille Bournickel. Il s'est occupé de moi, il m'a demandé tout ce que j'avais, tous mes manuscrits, et il a constitué un recueil. Il a mis le titre, Royaume. En le lisant, il a dit, j'ai trouvé le titre. Et puis, il m'a mis le titre, il l'a donné au Seuil, et il m'a dit, il faut que vous le publiez. En 1962, je crois. En 62, c'est ça. C'était le début officiel. Alors, cet ami Parisot, avec qui je travaillais, que je fréquentais, qui est resté mon ami, qui a écrit un petit ouvrage sur moi depuis récemment. Et il était dans le même lycée où il enseignait que Michel Deguy à Beauvais. Et il a dit à Michel Deguy, tu devrais... Il y a un poète qui vient de publier, qui est un ami à moi. Et Deguy a fait la première note de lecture, c'est lui qui l'a faite sur moi. Et en même temps, il a écrit au Seuil pour me rencontrer et il avait la revue qui s'appelait la revue de poésie, oui. Et il m'a engagé d'office. Puis je suis toujours resté en fin de compte avec lui. Donc ensuite, je sais que Bournickel vous a fait voyager aux États-Unis. Voilà, tout à fait juste. Il avait été... Esprit était une revue donc littéraire, comme chacun sait, un peu philosophique, un peu politique. Et économique, et en tant que revue économico-politique, Henry Kissinger, de temps en temps, publiait chez nous. Donc, il avait fondé un séminaire où il était professeur à l'université de Harvard, et il avait fondé un séminaire d'été où il invitait d'une part des écrivains, d'autre part des politico-économiques, comme lui. Et il invitait tous les ans quelqu'un. Il avait invité Domnac. Domnac n'était pas allé parce qu'il ne savait pas un mot d'anglais. Et Bournickel y était allé. Et après, Kissinger lui avait dit, si vous avez quelqu'un... Oui, il a dit, j'ai mon ami Marteau, je veux que vous l'invitiez. Et il m'a invité. Moi, j'ai eu le culot un peu d'y aller parce que j'ai dit, c'est une occasion. J'y suis allé parce que j'ai dit, comme ça, je verrai New York. Ça me fascinait. Puis, il fallait traverser l'Atlantique sur le France. Alors, ça, j'ai dit, c'est une occasion, si je la rate, même que ça me pesait de le faire, mais j'ai dit, il faut que je le fasse, parce que ça ne se représentera plus, des choses comme ça. Alors, je l'ai fait. Une aventure qu'effectivement, peu de gens tout seul, tout ça.
Et là, j'ai rencontré sur le France, au départ, au Havre, j'ai rencontré Pavlovitch, Miodrag Pavlovitch, le poète serbe. Et on est devenus très amis, on ne s'est plus jamais quittés. Et vous avez traduit 2 de ses Oui, livres. absolument, avec lui, parce que mot à mot, syllabe par syllabe, c'est un travail qui demande des années. Ce qui vous a donné envie de retourner en Amérique. Mais en fait, c'est au Canada que vous êtes allé et non pas aux États-Unis. L'histoire avait commencé, oui, c'est ça exactement. L'histoire avait commencé en 59 ou 60. Donc avant même que j'aie publié mon premier livre, j'avais connu par Gaston Miron, par Henri Pichette, qui voulait s'occuper de moi, me faire publier dans sa maison d'édition, Le Mercure de France. Et il avait eu une bourse pour vivre, d'origine canadienne, québécoise, Pichette, et il avait rencontré Miron là-bas. Et un jour, il me rencontre, il veut m'aider un petit peu. Et il dit, j'ai connu là-bas un gars extraordinaire, il faut que je te le fasse connaître. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gaston Miron, que j'ai introduit à Esprit, qui a révolutionné la revue Esprit, qu'on était le premier organe français indépendantiste, et ainsi de suite. Et quand je suis parti pour les États-Unis, Gaston Miron m'a dit, tu es à côté de Montréal, tu ne vas pas partir sans venir au Québec. J'avais déjà travaillé avec le Québec, avec Radio-Canada de France. Et je suis allé voir Gaston Miron. Et bon, mon aventure sur l'autre bord, l'autre rive a commencé comme ça. C'était 1966. Je me souviens parce que c'était l'année d'avant l'exposition de 67, l'exposition internationale à Montréal. Par vous-même et par Michel Deguy, j'ai eu la chance de rencontrer Gaston Miron, qui vient de mourir. Et je dois dire que c'est une œuvre, pour ce qu'on connaît en France à travers L'Homme Rapaillé, une œuvre que j'aime beaucoup. Ah oui, mais c'est le poète national, mais dans le bon sens international du mot, et pas régionaliste du tout. C'est le poète. C'est une dernière épiphanie de ce qu'on pourrait dire le poète d'une nation, d'un peuple, d'une langue et de combat, mais pas dans le sens politique. C'est de la vraie poésie, c'est pas de la poésie sociale. Il se bat pour son pays, pour sa langue, mais ce n'est pas de la poésie sociale, de revendication. Non, c'est de la poésie épique, de la grande poésie, comme on peut, celle des Irlandais, des bardes, et de gens comme ça, des grands poètes. Grâce à sa présence, vous allez donc vivre 12 ans au Québec. Exactement, exactement. C'est lui qui m'a en quelque sorte amené, tiré là-bas, dans ce pays où j'ai reconnu mes origines. En fait, j'ai compris que c'était mes origines. C'était tous les gens des paysans français qui étaient là-bas et qui parlaient avec des accents. En fin de compte, j'ai dit, il n'y a pas d'accent québécois. C'est l'accent, c'est des provinces françaises. C'est tout. C'était comme... Je retrouvais mes villages. Je n'étais pas dépaysé du tout. Non. En travaillant d'abord un peu dans l'édition, et puis après en subsistant au moyen d'une bourse. J'ai travaillé beaucoup grâce à Fernand Ouellette, qui m'a beaucoup aidé, qui était réalisateur à Radio-Canada. Donc j'ai travaillé beaucoup avec lui comme auteur. Et j'ai fait beaucoup d'émissions que j'écrivais, avec des entretiens intercalés, dont lui était le réalisateur. Il m'a aidé toujours pour ça. Après, à un moment, j'ai travaillé dans l'édition auprès de l'Université de Montréal pendant plusieurs années. Et après, grâce aussi à un autre poète qui m'a aiguillé, enfin, et qui m'a soutenu, et qui m'a proposé, Jacques Bourreau, j'ai eu une bourse de 3 années pour la langue française au Canada. Il y avait 2 bourses à ce moment-là. C'était la dernière fois que ça existait, pour la langue française et pour la langue anglaise. Et j'ai bénéficié de ça, ce qui m'a donné la liberté pendant 3 années, sans avoir dans la pauvreté, mais pas dans la misère, quoi. Et ce qui nous a permis de lire Mont-Royal et Fleuve sans fin. Exactement. De très beaux livres. Oui, parce que ça demandait une sorte de loisir, oui. de l'âme aussi bien que de la vie quotidienne, pour écrire ce genre de choses. Est-ce que quelque chose a changé dans votre rapport à la nature du fait des dimensions américaines ?
Je pense que tout a changé, que ce que je voyais comme des choses, disons, villageoises, petites, le petit chant français, la boule s'est inversée, j'ai vu l'Est à l'Ouest, l'Ouest à l'Est, que tout est devenu dans le grand espace, dans le grand espace, et spirituellement dans l'espace mythique. L'océan s'est retourné, je dis toujours, je pars vers l'Ouest, mais j'arrive à l'Est, parce que le Québec est à l'Est. Quand on arrive à l'Amérique, nous, on est à l'Est. Alors déjà, le monde est bouleversé, tourne, la boule a tourné. Alors ça, ça a été pour moi une sorte de révélation. Une autre vision du monde, une autre vision soudaine que j'ai eue. Je me suis arraché du contexte, je risquais comme ça un peu de contexte villageois. Puis il y a eu les Indiens aussi, alors. Oui, alors, j'ai toujours été fasciné par les nations indiennes. Premièrement, je l'ai été parce que j'étais un passionné des films de l'Ouest. Je pense que je les ai tous vus et plusieurs fois. Et même j'ai fait toute une série d'émissions là-dessus, sur le western. Et je suis allé, autant que j'ai pu le faire, sur les traces de ces peuples, de ces nations, jusqu'au Pacifique, recueillir les paroles que je pouvais, qui étaient dans les musées, des choses ça, pour les transformer un peu en poésie, qui avait retrouvé quelques musiques dans notre langue. On a vécu là-bas seulement un mois, sur la côte Pacifique. Bien sûr, il ne reste plus rien, sauf dans les musées. Et le Saint-Laurent, alors? Parce que c'est le grand personnage, non seulement dans Fleuve sans fin, mais aussi dans Mont-Royal, comme une sorte de divinité. C'est exactement dans le sens où Homère parle, c'est une divinité. Il y a deux divinités, je suppose, parce que l'Amazone doit être l'autre, sur les autres constellations, mais le Saint-Laurent, c'est un tel étonnement permanent de voir le Saint-Laurent qu'ils appellent la mer. Dès Québec, on l'appelle la mer. C'est-à-dire 800 km avant l'embouchure, avant l'océan, on dit la mer. On dit même plus le Saint-Laurent. Et moi, je n'avais que le goût que de vivre au bord du Saint-Laurent, parce que c'est le mouvement constamment, nuit et jour, des cargos, de l'eau, des étoiles qui coulent dedans, des oiseaux, des migrateurs, des oies, les hérons, les migrateurs qu'ils traversent, qui font escale là, tout ça, c'est une vie, c'est vraiment la vie de l'univers, du cosmos, le miroir, puis la puissance, la force, tranquille. Et oui, parce que sauf ce qu'on appelle les rapides, autrement, il est très calme. Mais les rapides ne sont pas effrayants. C'est des chutes. Bien sûr, il faut porter les bateaux de l'autre côté. Ça, c'est autre chose. D'où maintenant qu'il y a un canal, la voie maritime, qui longe pour aller aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas le naviguer en permanence à cause de ça, des rapides. Toute la nuit, le fleuve a dansé en costume de lumière, avez-vous écrit. Très beau, en une phrase comme ça, on voit le fleuve étinceler sous la nuit, étoilé. Je dormais au bord. Pendant des mois. Je vivais au bord du Saint-Laurent. Votre maison était proche? Oui, je vivais chez un neveu et s'était bâti une maison sur le Saint-Laurent. C'est-à-dire la quatrième paroi était un verre, une lame de verre, voilée avec un peu de brume de zinc pour la radiation. Et donc, quand on était assis là, on voyait seulement le Saint-Laurent et les bateaux passaient comme s'ils passaient dans la maison. Donc, je voyais tous les oiseaux et j'étais toujours au bord. Et la nuit, je descendais, je voyais les étoiles, les constellations, les oies qui arrivaient. Il y a un trafic de cargos énorme. Constant, hein? Oui, très important, qui viennent des grands lacs. C'est vraiment, ça donne une puissance à votre poésie. Et des paquebots qui remontent le Saint-Laurent, qui viennent d'Europe, des croisières aussi, que nous voyions passer, mais surtout les cargos
avec les cornes de brume et tout, c'était magnifique. Je crois que c'est dans Fleuve sans fin, vous avez écrit « Rien ne s'est en nous délité comme le sentiment d'admiration. Il n'est pourtant de voie salvatrice qui ne passe par sa reconquête. » Et c'est vraiment ce que vous faites dans ce livre où, sans oublier les problèmes du monde d'ailleurs, qui sont évoqués de temps en temps par une réflexion très précise, là c'est une véritable splendeur, la description de l'atmosphère, des oiseaux, des cargos qui passent, du changement constant de ce fleuve-là. Il y a un chant du monde, quoi. Oui, tout à fait juste, c'est ça. Et je prends à mon compte. Le titre de Giono, c'est un chant du monde, je crois ça. Mais comme vous dites, j'aime qu'on dise aussi que je suis pas... c'est pas une évasion. C'est pas du tout l'admiration, n'est pas de l'évasion. Non, je suis parfaitement conscient et je le note souvent, l'état du monde. En même temps, je fais le point. Oui, oui. Et en même temps, il y a cette présence, par exemple, extrêmement poétique, mais au sens fort, contrairement à ce que certains pourraient croire, comme je le disais en commençant, des oiseaux, par exemple. Et on a cette passion que vous avez des oiseaux, fait que leurs plumes, leurs coups d'ailes ont l'air d'être des coups de pinceau, comme si quand vous décrivez le paysage, le passage d'une aile comme ça, c'est un petit peu une touche de rouge, une touche de bleu qui se trouve posée là grâce à ces plumes. C'est exactement ce que je sens et ce que je dis. Je veux dire que c'est pourquoi je passe de la nature à la peinture sans... Oui, oui. Il s'agit toujours d'un objet. Absolument, absolument. Le pinceau est une plume d'oiseau, l'oiseau est un pinceau qui passe. Exactement. Et... Je ne veux pas qu'il y ait de solution de continuité. Oui. Je déteste qu'il y ait cette opposition nature-culture. J'ai horreur de ce genre de détermination, de frontières. Non, la culture est belle si c'est une osmose, si la nature la traverse et qu'elle est imprégnée de ça. Et l'inverse est vrai. Je veux dire qu'on connaît la nature et que l'œil s'aiguise dans la mesure, et l'oreille, pour ce qui est de la musique, dans la mesure où il va de l'un à l'autre. Il fait le passage, comme dit Mahler. Ce que je souhaite, c'est que mon œuvre, et donc il parle de son œuvre musicale, soit un petit bruit de la nature, qu'il ait pu capter seulement ça, un tout petit bruit de la nature. Je comprends ce qu'il veut dire. S'il y avait au monde un seul signe de Dieu, tout serait résolu pour chacun, pour nous tous, ici-bas, ici et maintenant, depuis toujours. Ce que je nomme la beauté, l'Égypte, les étoiles, ne saurait prendre place ailleurs qu'en ce non-lieu où nous attendons que se manifeste le signe qui ne saurait se manifester. Voilà ce que vous écrivez dans Fleuve sans fin, Robert Marteau. Je crois que le malaise à vivre et aussi le bonheur à vivre que nous avons manque singulièrement de signes qui nous expliqueraient le monde et ce que nous faisons là. C'est-à-dire que ces signes, nous ne savons plus les voir, et je crois que une bonne part de votre poésie s'applique à réveiller cette conscience des signes pour ne pas nous laisser sombrer. Parce que vous écrivez aussi dans Fleuve sans fin, on peut très bien envisager un monde qui se satisfasse de satisfaire non pas ses instincts, non pas ses besoins, mais son insignifiance. Ainsi se trouverait atteinte la béatitude par absence de l'esprit. C'est effectivement ce qui menace le monde dit moderne. Et je crois que ces signes, vous les voyez dans toutes sortes de manifestations, mais entre autres dans ce qui reste dans la pratique humaine des grands mythes fondateurs qui se retrouvent d'ailleurs d'une façon assez unitaire finalement
au travers des mythologies de différents peuples et même de différentes époques presque. Parmi ceux-ci, il me semble que la chasse à courre, si bizarrement que cela puisse paraître, s'est inscrite très tôt dans l'observation que vous avez pu en faire justement en forêt de Chizé. La chasse à courre a été notre seul spectacle. Que j'ai pris conscience de certaines choses que j'appelle l'opéra, dans le sens que l'opéra rassemble toute une suite d'opérations, de cérémonial, d'étiquettes, de rites. Donc c'était notre musique, notre mise en scène dans la nature, dans la forêt, qui était le lieu mythique, qui est le lieu mythique de Dante, qui est le lieu mythique que j'ai appris plus tard, bien entendu, de Shakespeare, de toutes les pièces de Shakespeare, à peu près ou presque. Donc, la chasse à courre, c'était ce qui n'était offert, ce qui était notre présent, dans les deux sens du terme. C'était la présence de la beauté mise en scène, si on veut, c'est-à-dire comme dans le Verita, dans l'opéra que je verrai, moi, beaucoup plus tard. Avec il y a la musique, le cérémonial, les costumes. Et le rite, ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne vient pas pour tuer un animal. Il y a une succession d'actions qui sont prises dans un code. Et ce code n'est pas un code social, justement. Il est pour n'être pas social, pour ne pas faire partie du monde social, mais qu'il est une inscription de l'homme dans la nature, de sa présence. L'homme qui a reçu un dépôt est capable d'organiser, non pas mécaniquement, mais poétiquement, dans le sens où Hölderlin le dit, poétiquement, sa présence sur la terre. Et justement, la forêt, le lieu magique par excellence, et même étymologiquement, la forêt, c'est la porte, donc la porte ouverte et close en même temps, parce qu'on se perd dans la forêt. C'est le lieu de la perdition et le lieu du salut, parce que, comme dit Dante, selvaggia, selvaggia, lieu, selve ou sylve sauvage, mais en même temps, les deux mots veulent dire salut. Donc, il faut se perdre pour se sauver. Et cette traversée existe. L'animal est un prétexte, est un sacrifice. Les gens ne courent pas le chevreuil pour tuer. Ils n'ont pas le goût du tout de tuer, mais on ne peut pas faire quelque chose avec tout à fait rien. Donc il faut organiser cette corrida, cette course, avec des règles absolument précises, mais qui confinent à celle des grands mystères, par exemple des grands mystères grecs où il y a une initiation nécessaire, à celle même des mystères chrétiens. Et même si ça paraît barbare à quelques-uns et cruel, oui, comme dit, je me souviens Giono, oui, c'est vrai, la beauté est souvent cruelle. Mais là, il fallait être initié pour la chasse à courre, malgré tout, puisque on reste entre soi, entre gens qui chassent à courre. Par contre, dans la course de taureaux, le mythe est offert au public, là, quand même. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas tellement de différence, parce que dans les deux, il y a une mise à mort, donc il y a un sacrifice, et il y a une cérémonie pour que le sang de l'animal ne retombe pas sur ceux qui sont désignés pour le tuer. Donc, ils ont une sorte de fonction de sacerdote. Dans les deux cas, les gens qui tuent le chevreuil à courre ne le mangent pas. Évidemment, ils l'offrent aux gens sur les terres desquelles ils ont chassé ou à leurs invités ou tout ça. Et la course de taureau non plus. Bien entendu, on ne tue pas le taureau parce qu'il est méchant, parce qu'il est sauvage, qu'il tue un homme en une fraction de seconde, et même un fauve, n'importe quel fauve. Non, on le tue parce que c'est une offrande. Et une offrande à quoi? À la mémoire, je crois, du monde, à notre mémoire, que même à l'immémorial de notre mémoire, nous ne savons plus exactement pourquoi, se tient
cérémonial. Mais il est présent et en fin de compte, nous le vivons un peu comme un vestige de notre mémoire, des souvenirs inscrits dans notre mémoire, mais que nous ne sommes pas tout à fait capables de saisir dans leur vitalité initiale. Voilà, c'est un peu ça. Et vous êtes passé donc tout naturellement de la chasse à courre à la course de taureaux. Ça paraît un hasard, mais c'est peut-être pas un hasard. Après, toute réflexion faite, comme on dit, ce n'est peut-être pas un hasard. Puisqu'un des premiers poèmes publiés est donc Taureau dans Bayonne, c'est-à-dire que dès le début de votre carrière littéraire, si on peut dire, la tauromachie a été présente. Ah oui, j'avais fréquenté, disons, les places de taureaux déjà depuis un petit peu de temps. Mais soudain, j'ai eu le choc révélateur parce que je me suis trouvé en présence de la présence, c'est-à-dire d'un homme qui pense, comme disait Dominguine, qui pense entre les cornes d'un taureau, c'est-à-dire devant la mort, et qui joue de sa vie a cuerpo limpio, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire sans bouclier, sans défense, juste il a seulement son intelligence et sa maîtrise de soi pour ne pas être tué immédiatement. Dans le livre qui vient d'être réédité, à la différence, il y a un poème dont je n'ai pas la date, mais qui est absolument magnifique, qui s'appelle Faena de Capa, et que je voudrais lire. Qu'une aile, qu'un pétale apaise tant de force, qu'une étoffe éployée amène dans ses plis ses muscles en paquets qui tendent leurs poignards, que l'œil et que l'esprit gouvernent ce chaos, qu'à l'orange, à la rose obéisse la nuit, qu'à la flamme qu'on feint s'embrase le charbon, que le sang dans un feu, dans un bruit d'éventail se rallume, s'éteigne et bouillonne et se noie, que le monde soit vu dans un cercle de planches, ses grèves, ses voiliers, astres majeurs, planètes, sa chute, son duel que la grâce résout, que soit la 5e heure, heure d'éternité, que l'on soit n'importe où et qu'on soit au milieu, fait le cœur en ce lieu, terrain de vérité. C'est vraiment la nudité du matador au milieu du cercle de planches. Ah oui, ça je me souviens de ces étés où j'ai écrit ça en Espagne, où je traduisais Gongora, où j'allais à Barcelone 3 fois par semaine en juillet voir les cours. J'étais déjà allé à Pamplona le 14 juillet, je continuais à Barcelone et ensuite je partais pour Bilbao au mois d'août. Donc j'étais absolument empli de cette présence et j'écrivais ça sous une sorte de dictée, une sorte de dictée comme ça, imprégné par Gongora, par sa musique, ses images incroyables, ses grandes faenas lui-même, où il enchaîne les vers les uns dans les autres. Vous expliquez dans Fleuve sans fin, car vous y êtes revenu plusieurs fois à la course de taureau. Toréer au naturel, c'est le bras souple, tenir de la main gauche la baguette à quoi est attaché le chiffon rouge et, de loin ou de près, selon l'évaluation qu'on aura effectuée de la bête au moment de la cape et des piques, inviter le taureau à la rencontre en un terrain aussi étroit et réduit que possible, et là lui imprimer un mouvement circulaire, freiné, ralenti, contrôlé, dominé avec toute la grâce virile dont le corps humain en un acte pur et précis où sa perte est en jeu, puisse être habité. Et il y a encore un peu plus loin un petit passage que je trouve merveilleux. Toréer au naturel, c'est, sans s'essouffler, sans que la bête vous bouscule, gagne sur vous, la garder qui boive au linge qu'elle voit devant ondoyer, la tenir en haleine, désireuse, suavement, circulairement en un territoire défini, circonscrit et après, comme si de rien n'était, au moment que je veux lui donner la sortie. Voilà,
Et vraiment, on sent le travail du matador, les deux pieds joints dans Absolument. un espace extrêmement restreint. C'est comme une cérémonie, comme la messe en somme. Il y a des positions à absolument. avoir. L'animal doit être gouverné par l'homme. Et il ne doit pas empiéter sur son terrain, c'est-à-dire le bousculer et devenir son maître, donc être en mesure de le tuer. Et en même temps, le matador a une contrainte sur son propre corps, puisqu'il doit se tenir, il doit avoir les pieds dans telle position, ce qui lui donne une obligation de réussite par rapport au taureau, mais de tenue par rapport à son propre corps aussi, quoi. Ce qui est requis de lui, il n'y a qu'une chose qui est requise, c'est la grâce. Et c'est le plus difficile d'obtenir. Et toreo naturel, c'est le plus difficile parce que ça paraît le plus facile et le touriste non averti ne voit même pas cette passe. Or, elle est plus difficile. Mais en même temps, ça a été pour moi le modèle. Et chez les auteurs que je lis, je sais de savoir s'il toreo naturel ou s'il feigne. Je veux dire que le plus difficile dans la vie du peintre, du musicien, du poète, du prosateur, c'est d'atteindre le naturel. Ce naturel, paradoxalement, ne s'atteint que par l'artifice, c'est-à-dire l'artifice qui abolit tous les artifices et qui arrive à retrouver la nature et le mouvement, comme si on ne savait plus rien. Voilà, c'est comme si. Oui, vous avez dit d'ailleurs, par ailleurs, jamais intelligible, la nature du monde ne transparaît qu'à travers le métier. Absolument. Et je crois que ça aussi, ça vient aussi bien de l'établi des artisans que du métier d'un matador. Absolument, et aussi de celui de Poussin. Sa phrase préférée était ici, « Je crois n'avoir rien négligé. Un matador de taureau est un homme de métier. Et ce métier n'a sa vérité que s'il est couronné, si on veut, comme disaient les Grecs, par les grâces, ou par la grâce. » Hein? Je crois que c'est résumer un peu tous les arts. C'est-à-dire que le sens du monde n'est pas donné, il peut être approché à travers le Absolument. métier. Je pense qu'il se découvre, que nous, il ne se découvre que par ces signes, justement. Oui. Que par ces signes qui s'offrent à nous et qui s'offrent à la lecture à condition que nous en devenions dignes par le métier. Hein. Le don, comme son nom l'indique, est donné à condition que le métier permette de l'accomplir dans sa réalité, dans sa vérité. Mais il y a quand même mort de l'animal dans ces cérémonies. Il y a mort de l'animal, comme dans toute la vie humaine. L'homme se nourrit des animaux. Alors, on peut inverser la chose, comme dans la religion des nations indiennes, mais disons chamanique en gros. L'animal est celui qui se sacrifie pour que l'homme vive sur la terre. C'est clair, ça c'est clair. Je veux dire, par exemple, tous les mâts totémiques que j'ai vus là-bas en Colombie-Britannique c'est cette signification. L'homme n'est pas capable de vivre sur la terre, n'a pas les aptitudes pour vivre. Les animaux, chacun a l'aptitude de vivre sur la terre. L'homme, non. Il ne peut vivre que si les animaux se sacrifient. Donc, il y a cette cérémonie qui, en fin de compte, qui rejoint celle de la chasse à courre et celle de la tauromachie. Les Indiens d'Amérique du Nord partent en chasse et il y a tout un cérémonial pour demander le pardon avant à l'esprit de l'ours ou de tel autre animal que le sang qu'ils vont verser ne retombe pas sur eux. Hein, parce qu'ils disent la nature du monde est telle que nous ne pouvons pas survivre sans ton sacrifice. Donc ils demandent que ce sang, que c'est dans la loi du monde. Oui, j'ai relevé que vous disiez « mauvais calcul que de vouloir se démêler des animaux. Le culte universel, loin d'exclure l'animal du temple et de l'autel, l'en institua gardien. »
Oui, mais même, c'est clair. Même le Christ s'appelle l'agneau mystique. Et souvent, par exemple, à la cathédrale de Vérone, et puis je l'ai vu en Alsace combien de fois, au lieu que le Christ que ce soit le Christ homme qui soit sur la croix, c'est le serpent qui est vertical, qui est le logos, qui est sur la croix à la porte de la cathédrale de Vérone. Ça veut dire que c'est la même vision dans le christianisme qui a été reconduite par la figure du Christ. Alors, de Vérone à Venise, il n'y a pas loin. Et vous avez aussi fait des émissions sur Venise, je crois. Oui, j'ai fait en effet pour Radio-Canada. Ah oui, exactement, avec Fernand Ouellet. C'était pendant le jour où il y avait le tremblement de terre. Oui, nous étions là. On a fait une série sur les villes italiennes, Florence et Venise. Et vous faites un rapprochement étonnant et judicieux entre les Vénètes du Morbihan et les Vénètes de Venise. Oui, oui. C'est des Vénètes d'Illyrie, des Celtes illyriques qui ont fondé Venise. C'était des Vénètes, comme les Vénètes qui ont fondé Vannes et Vannes, c'est la ville de Vannes. Donc Vannes, ça veut dire Venise, en fin de compte. Et le site est le même. C'est ça qui est amusant c'est ça qui est extraordinaire. Ce rapprochement que le site est le même. Faire, oui. Oui, oui. Venise, dans le fond, c'est pas l'Italie. C'était l'ennemi de l'Italie. Hein? Et ce qui est amusant, si on peut dire entre guillemets, c'est que les Vénètes ont été les derniers qui ont résisté à Rome. Ça a été le dernier combat maritime dans le golfe du Morbihan, où les Vénètes avaient des voiles en peau de vache, et il tombait une pluie torrentielle. Les voiles se sont alourdies, et les Romains, qui avaient des voiles en toile, en chanvre, les ont battus à cause de ça. C'est la pluie qui les a battus. Ah oui. Mais c'est le même site. On dit qu'il y a 365 ou 6 îles. Et puis, dans le fond, la lagune, il y a je ne sais pas combien d'îles qui ont été reliées. Mais enfin, il en subsiste, quoi. La mer s'agenouille devant toi, Venise, avez-vous écrit, dans Venise en miroir. Et aussi, ici, permanente ascension du marbre vers les nuées. Venise vous a beaucoup fasciné. Ah, toujours. Je ne voulais pas y aller parce que c'est un tel cliché. Je voyais pigeons et voyages de noces. Rien que d'y penser, je ne voulais pas mettre les pieds là. Mais un jour, je ne sais pas comment, je me suis décidé, ou les circonstances ont fait que je me suis trouvé là. Là, j'ai dit, mais c'est incroyable, ce n'est pas possible. Alors, l'inverse, j'ai dit, je ne voulais pas y aller parce que ça n'existait pas. On ne peut pas imaginer que ça existe. C'est impossible. C'est impossible. C'est une planète absolument insolite dans notre monde. Pour moi, c'est comme si habiter vraiment la fable même, le mythe même. C'est plus que l'histoire de Venise et tout ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Quand même, elle était la reine des mers, comme on dit. C'était la plus grande puissance maritime. Il ne faut pas oublier que c'est une petite ville. C'est une ville maintenant d'Italie. C'est une ville d'Italie. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'empire des mers. Hein. Elle régnait sur le monde. Et avec des fêtes gigantesques. Ah ben oui, toute initiatique, évidemment. Le mariage du doge avec la mer et tout ça. Et dont le patron est Saint Marc. Saint Marc qui est le roi Marc, qu'on dit aux oreilles de cheval dans la fable celte. C'est le roi Marc qui est devenu Saint Marc, aux oreilles de cheval, qui avec ses chevaux sur la place Saint-Marc et tout ça. Donc c'est sûr que c'est les Celtes, c'est les grands mythes celtes qui sont marmorisés. Je ne disais pas pétrifiés, mais marmorisés à Venise. Et c'est tout à fait différent du reste de l'Italie, de Rome en particulier, qui est une cité terrienne, terrestre. C'est tout à fait l'inverse. Et le marbre s'envole, c'est vrai, parce que c'est très étrange que c'est une des rares constructions où on voit tout le léger en bas, le palais ducal, et tout le lourd en haut. Et le palais monte malgré tout. Mais comme si la mer, qui l'éclaire du bas comme un miroir, le fait monter dans le ciel.
Vous dites souvent que votre atelier est à l'extérieur et dehors, quoi. Et donc là, il s'agit aussi de promenades permanentes dans Venise, comme dans la forêt ou comme le long du Saint-Laurent, quoi. C'est votre atelier d'écriture et dehors. J'ai lu une fois ça dans quelqu'un, je crois chez Geffroy, qui avait prononcé le mot atelier devant à Claude Monet. C'était à Véteuil ou à Giverny, puis Claude Monet, assez théâtralement, il tend les bras, soulève sa canne, je sais pas, enlève son chapeau et dit « Mon atelier, regardez-le ». Ça veut dire c'était le ciel, la terre, les arbres, tout ça, c'est là mon atelier, c'est ça, parce qu'il finissait ses toiles dans son atelier. Non, je veux dire que c'est vrai que je me suis découvert en marchant, je me suis aperçu que c'est là que naissaient les choses pour moi. Ma musique se venait sans effort, tandis qu'à une table, c'est beaucoup plus difficile. Quand je vois l'essai que vous a consacré Roger Parisot, Robert Marteau, poète de la tradition, j'ai toujours un peu envie de dire oui, et pas seulement. Néanmoins, aujourd'hui, c'est d'hermétisme que nous allons essayer de parler, car dans la vigueur de vos écrits, dans le choix de vos images, partout sont lisibles des traces de votre intérêt pour l'alchimie, de la connaissance à la fois savante et intuitive que vous en avez. Et puis, en 1995, vous venez de publier un essai aux éditions Belin, La récolte de la rosée, dont le sous-titre est « Tradition alchimique dans la littérature ». Vous y écrivez « Comment m'étais-je orienté vers l'hermétisme ?» Je précise exclusivement, c'est-à-dire à l'exclusion de tout ce qui a depuis de près ou de loin l'odeur d'occultisme, de spiritisme, de secte ou d'hérésie, à une inclination de ma nature de forestier pour le mystère, le temple, la religion, est venue s'ajouter la fructueuse amitié de Roger Parisot, qui avait déjà une vue claire sur la tradition. Voilà, donc Roger Parisot en question a publié ce livre sur vous, mais surtout, dans les années 64 ou 65, je crois, il vous a fait rencontrer Eugène Cancelier, qui était le dernier grand alchimiste français. Est-ce qu'on peut dire cela? Moi, c'est le seul que j'ai connu et le seul que je considère fiable, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'il opérait en même temps qu'il écrivait. Je veux dire qu'il n'était pas seulement un érudit, il n'était pas du tout un vulgarisateur. Et je me permets d'affirmer que c'était tombé entre les mains des polygraphes et de tout ça. Donc, Cancelier et son ami René Allot ont sauvé, en tant que successeur de Fulcanelli, ont sauvé ce monde de l'alchimie qui est perpétuel et perpétué à travers la littérature, à travers les textes classiques de l'alchimie, dont beaucoup ont été publiés au XVIIe siècle. Donc je pense que ça a matérialisé, concrétisé toutes mes aspirations. Oui, il ne vous a pas initié au sens propre, ni fait partager ses expériences. J'ai vu, quand il a eu suffisamment confiance en moi, que je suis allé chez lui, à la 2e ou 3e visite, il m'a montré ses travaux, où il en était, et craignant qu'il ne pût pas aller beaucoup plus loin. Vu que le contexte, ne permettait pas de poursuivre ces travaux de façon satisfaisante et concluante. Pour la récolte de la rosée, c'est dans la littérature que vous avez cherché l'alchimie. Oui, mais c'est parti de ce que Cancelier le paysan qui était à côté de chez lui avait réservé un champ où il ne mettait aucun engrais. Et à partir du mois d'avril, mai, il allait récolter la rosée sur l'herbe de ce champ que je connais, qui est à côté de sa petite maison qu'il avait à Savigny. Avec sa femme, il allait faire cette récolte
Et il m'a montré le fruit de cette récolte, c'est-à-dire le seau, purement simplement, où il gardait la rosée, et il m'en a montré aussi ce qu'on appelle la sublimation, son exaltation, parce que sa sublimation, c'est le contraire d'une réduction, c'est-à-dire qu'il devient une sorte de neige rose qu'il obtenait. Et il m'a montré ça avec le travail qu'il avait pu accomplir sur la matière, c'est-à-dire la première phase, qui est la phase au noir. Et moi, je n'ai pas demandé d'une part à entrer plus loin dans son œuvre. J'étais très discret, je ne lui ai jamais posé de questions. Et d'autre part, je suis parti pour le Canada. Donc, au bout de quelques années, disons, je l'ai revu ensuite pour une émission que j'ai faite avec lui pour Radio-Canada. Mais après, je me suis éloigné en quelque sorte et je n'avais plus la possibilité de le fréquenter. Et j'ai appris sa mort alors que j'étais au Canada. Les traces de l'alchimie, vous les découvrez aussi dans la sculpture apparemment, notamment la sculpture romane. J'ai souvenir d'une femme qui allait serpents et crapauds à Saumur en Brionnais. Voilà, j'ai découvert ça. Je travaillais sur ce livre, La récolte de la rosée, après bien des réticences, parce que c'était une exploration, comme je ne suis pas quelqu'un à travailler avec des fiches et de faire des choses exhaustives et purement rationalisées. Non, je me promenais dans les livres, et avec dans ma mémoire. Et puis un beau jour, justement avec des amis québécois, je suis arrivé devant ce portail de Saumur en Brionnais. J'ai vu une figure que j'avais déjà vue, mais écrite dans l'Atalanta Fugiens, où elle est Maillère raconte cette figure au XVIe siècle, et je découvre la figure qui est au XIIe siècle, et Shakespeare la reprend dans sa Cléopâtre, Antoine et Cléopâtre, donc aussi au XVIIe, au XVIe aussi, à cheval sur le XVIe et le XVIIe, avec exactement la même vue. Je suis sûr que tout le théâtre de Shakespeare est parcouru par ce filon qui l'irrigue et lui apporte son magnétisme poétique. Et même les pièces qui paraissent historiques, c'est le contraire. Elles sont prises dans l'histoire, mais pour être métamorphosées vers l'œuvre, vers le grand œuvre. Donc il était évidemment initié, mais comme le Tintoret était initié, comme les Bellini étaient initiés, je veux dire, il n'était pas initié, il ne travaillait pas spécifiquement pour faire la pierre philosophale au grand œuvre comme Consolier ou Fulcanelli avant lui, qui aurait été un adepte, c'est-à-dire qui aurait réussi. Il travaillait selon le mode, disons, alchimique, en sachant que toute œuvre, qu'elle soit écrite, qu'elle soit peinte, qu'elle soit musicale, procède par métamorphose, par transformation. La langue, le style viennent ce qu'elle transporte viennent de ce courant universel. En fin de compte, au sens universel, l'alchimie est la seule religion catholique, disons, fondamentale, qu'on retrouve comme fondement chez les Chinois, chez tous les peuples, chez les Arabes, chez tous les peuples. Elle n'est pas spécifiquement... Elle était pré-chrétienne, elle a été christianisée, et ainsi de suite. Elle n'a jamais été ensorcelée. Toujours, elle se réclame que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la chrétienté, elle se réclame toujours du Dieu tout-puissant et de la lumière divine, toujours. Jamais du diable, je veux dire. Et donc l'œuvre procède de l'alchimie, mais transmet aussi les secrets, tout en les voilant. Transmet, voilà, parce que tradition, c'est ça veut seulement dire transport. Donc... l'alchimie est toujours moderne, dans la modernité. Rimbaud avait lu, tous ses textes viennent de ce qu'il avait lu, une anthologie énorme qui se trouve à la bibliothèque de Charleville, en latin, comme il lisait parfaitement le latin, et même écrivait en latin à 15 ans, 16 ans. Et toutes ces images, il les a puisées là-dedans,
Et ces déclarations fulgurantes, il les a aussi puisées dans ses textes. Et cette femme qui allait un serpent et un crapaud, j'y reviens, on peut en découvrir le sens? Oui, mais c'est très complexe. C'est très complexe, en même temps c'est très simple, puisqu'on le montre. C'est très simple, et ça veut dire que la matière alimente l'œuvre, la materna, la materia ou mère primordiale alimente l'œuvre, que sont le crapaud et le serpent, qui vont mourir de cet aliment pour se métamorphoser eux-mêmes dans la seconde phase qui donne les couleurs, et là la troisième qui donne le grand œuvre, c'est-à-dire la pierre rouge, purpuréenne. Et c'est toujours des allégories, mais nourries directement aux éléments, aux 4 éléments, c'est-à-dire le feu, l'eau, la terre et l'air, et au principe, le mercure, le sel. Les figures animales sont des symboles, mais comme on dit, des symboles parlants. Ça veut dire tout ce qui parle garde le secret. Il parle pour garder le secret. Et dans les églises du Poitou roman, donc, vous avez dû retrouver beaucoup de ces traces. Toutes les églises romanes véhiculent la tradition. Toute la tradition pré-chrétienne qui a été christianisée. La sculpture, en tant qu'œuvre plastique, elle puise dans le pré-christianisme, et toutes ont un sens, c'est-à-dire que toutes les églises ont un sens. On peut suivre dans certaines le périple complet qui aboutit, avec toute la transformation de la matière, jusqu'à au Verbe incarné, donc la pierre philosophale. Évidemment, au dernier moment, c'est le Christ. C'est le Christ en gloire qui ouvre le livre de vie, qui est le livre clos et que lui seul peut ouvrir. Et le livre, c'est la figure de la pierre feuilletée, parce qu'elle est toujours représentée comme la galette des rois par un feuilletage, et le Christ, ouvrant le livre, ouvre la pierre et la donne à manger, puisque c'est une nourriture, la donne à manger à tout le monde, à chaque homme, qui est promis donc à l'immortalité ou à la résurrection d'abord. Votre village natal est tout près d'Aulnay. Moi, je suis né à l'ombre des demeures philosophales, de la plus grande au monde, qui s'appelle Dampierre-sur-Boutonne. Oui. Si on cherche l'étymologie, on s'aperçoit que Dampierre, ça veut dire simplement Dame Pierre. Dante a écrit un poème qui s'appelle Dona Petra. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est facile à savoir ce que ça veut dire. Dona Petra, il n'y en a pas 36 interprétations, il n'y en a qu'une. Dame Pierre, Dona Petras. Donc, quelle est la Dame Pierre? C'est la pierre philosophale, c'est le salut de chaque être sur la terre qui va retourner au monde pré-adamique, disons, au monde de la joie, de la voyance, de l'immortalité. C'est retrouver sa condition divine. Hein, c'est ça. Et alors, il y a le château de Dampierre. À côté, il y a une petite église qui s'appelle Saint-Pierre-de-l'Île, qui est purement alchimique. J'ai fait un petit film là-dessus. Et l'église, disons, Notre-Dame, qui est à Aulnay de Saint-Onge, qui est le temple d'encore des églises de l'art roman. Il y a Mel à côté, mais chaque village du Poitou, parce que c'était le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, la récolte de la rosée, les 3 parties qui divisent ce livre, la traversée de la forêt, la marche à l'étoile et sonne le beau mot, donne tout de suite, je pense, envie de vous lire. Il y a, par exemple, un passage sur le coq que j'aime beaucoup. Quelle était la place du coq dans l'alchimie? Le coq, évidemment, sa place est simple, parce que c'est celui qui annonce le soleil. Donc, il est l'allégorie du soleil. Il annonce l'apparition de l'ordre philosophal sous la forme du soleil
qui renaît chaque matin. Lui, il annonce, comme l'étoile sur le chemin de Saint-Jacques annonce aux pèlerins qu'il est sur la bonne voie. Le coq annonce que le soleil, donc l'or alchimique, va apparaître au bout de l'œuvre, au bout du grand œuvre. Et pour en revenir à la rosée qui donne son titre à votre livre, est-ce que vous croyez que scientifiquement la rosée est une eau plus active que l'eau courante? Oui, disons, ça, ça j'ai lu ça scientifiquement. Ça a été nié par des scientifiques, mais le livre d'Étienne Guillet, qui est un des grands savants de nos jours, a écrit un livre, L'alchimie de la vie, qu'on peut trouver et lire, et lui donne, les vertus scientifiquement éprouvées de la rosée, et donne tous les états, si on peut dire, tous les états de la rosée, tout ce qu'elle peut contenir, à toutes les eaux diverses qui existent. Donc, je renvoie un vrai savant, un grand chercheur du CNRS, et à son livre pour répondre pertinemment à cette question sur le plan scientifique, je veux dire, d'Étienne Guillet, l'alchimie de la vie. Ouais. Et cette eau très pure, donc recueillie dans une coquille, à l'origine de tout travail alchimique, Cancelier que vous citez montre qu'elle est en rapport avec la fameuse eau bénite de l'Église, et que si les bénitiers ont une forme de coquille, ça viendrait de la récolte de la rosée par les alchimistes, d'abord dans une coquille. Absolument, c'est dans la Bible. C'est Gédéon qui étend la toison. Il dit à Dieu, s'il y a de la rosée demain matin, je croirai en toi. Enfin, je simplifie. Et il y a de la rosée, et le texte dit, il prend la toison, la tord et recueille la rosée dans une coquille. Ce que le maître de Sacy a traduit dans une tasse. Donc, le Port-Royal était en dehors de la tradition, elle était seulement dans la tradition chrétienne, et rejetait tous les mythes en fait. Donc il choisit tasse au lieu de coquille. C'est le même mot en latin. Donc il suffit d'un mot pour perdre tout le sens, non seulement de la phrase, mais de tout le texte. Botticelli non plus n'a pas recueilli Vénus Aphrodite dans une tasse, mais dans une coquille. Hein. Oui. Avec le coq à l'instant, nous étions proches des oiseaux. Vous rappelez dans ce livre comment Tirésias, pour avoir vu absolument nu la vérité divine en la personne de la déesse Athéna, celle-ci lui passa la main sur les yeux et le rendit aveugle. Mais pour compensation, lui fit don du pouvoir d'entendre le langage des oiseaux. Vous-même, vous observez tellement les oiseaux depuis si longtemps. Est-ce que ça n'est pas une façon heureuse de faire comme si vous compreniez leur langage que vous nommez le jargon? Oui, le jargon, c'est le chant des oiseaux. Je dis même, si je comprenais vraiment, réellement le chant des oiseaux, je saurais tout. J'aurais le secret, je connaîtrais le secret. Et ce n'est pas par hasard que le texte que vous citez existe et est cité dans la bibliothèque, dans ce livre, la bibliothèque. Ce n'est pas par hasard, parce que c'est véritablement la tradition. Les alchimistes eux-mêmes appellent leur langue la langue des oiseaux ou la langue des chevaux. Et il est fréquent de voir dans les églises romanes à la fois des bandeaux avec des oiseaux et un autre avec des chevaux. Il n'est pas rare de voir ces deux choses qui sont, par exemple, alliées à Aulnay de Saint-Ange, où il y a les oiseaux et les chevaux. Et je viens de voir, je crois que c'est au musée de Parme, en entrant, il y a une porte romane en bois sculptée. Elle est entièrement faite avec des oiseaux et des chevaux. Donc, rien n'était fait par hasard. Si les chevaux et les oiseaux étaient ensemble, qui sont en train de picorer les uns et de manger les autres, les picorer les grappes qui sont les fruits, la grappe étant le symbole de la connaissance et de la révélation, et les feuillages, ce n'est pas par hasard qu'ils sont pris là-dedans et qu'ils servent d'ornementation, c'est parce que c'est eux les transporteurs
Ils sont les transporteurs et les initiateurs du langage secret. Donc, qui ne peut être compris, entendu que par ceux, comme dit Rimbaud, qui se font voyants. Toujours vous donnez une place à l'oiseau dans vos livres et bien sûr, je sais que vous ne prétendez pas comprendre leur langage, mais vous les intégrez en leur donnant certainement leur fonction dans ce grand tout et dans son organisation assez bien réglée, planétaire, je dirais. Dans Forestière, par exemple, il y a 3 lignes que je peux lire sur la tourterelle. Vouée aux rites nuptiaux, on l'entend qui ourle le drap des noces, elle coud à l'océan céleste chaque parcelle du cadastre. Voilà, peut-être que vous n'avez pas cherché à comprendre ce qu'elle disait, mais vous l'avez quand même compris. Ah oui, je me dis que je suis le traducteur des oiseaux de cette langue. J'agis en tant que traducteur. Pour moi-même, j'essaie de traduire dans la langue française ce que disent les oiseaux. En toute humilité, bien entendu, de capter leur musique. Mais comme Messiaen le fait avec le catalogue d'oiseaux, il a transformé en notes, en sachant qu'il ne pourra jamais atteindre, qu'il n'y a aucun instrument humain qui peut atteindre la subtilité, la variété non seulement d'un rossignol, mais même d'un geai ou d'une corneille. Et je finirai là-dessus en disant que d'abord, les muses étaient des oiseaux. C'était 9 oiseaux chez les Grecs. C'était des oiseaux et des noms d'oiseaux. Le roman de la Rose conseille de vivre poétiquement par la contemplation de la nature et l'écoute de sa voix. Est-ce que ça ne serait pas ce conseil-là que vous avez suivi toute votre vie? Absolument, absolument. Quand j'ai été apte à le comprendre, j'avais cette réserve en moi de nature qui m'avait été donnée. Et peu à peu, quand j'étais apte à comprendre, réflexivement, j'ai dit oui, en effet, peut-être que c'est ça. Et ces mêmes mots qui sont dans le roman de la Rose se retrouvent constamment dans tous les traités d'alchimie, il faut regarder au miroir de nature et tout est dit et donné dans la nature, il faut savoir la lire et l'écouter.